20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. Saisie d'une importante quantité de riz par la compagnie de la gendarmerie, les limiers ont mis la mise sur 465 tonnes de riz frauduleux et impropre à la consommation. Un coup de filet évalué à 120 millions de nos francs. Autre opération de saisie, cette fois-ci à Guédiawaye. Un vaste réseau de trafic de puces de téléphonie mobile a été démantelé. Une enquête ouverte, les détails dans un instant. Tension dans le secteur de l'éducation. L'Association nationale des parents d'élèves veut être inclue dans les négociations. Des négociations toujours dans l'impasse malgré la tenue des Assises nationales de l'éducation. 2 ans après cette rencontre, un de ses initiateurs, le professeur Abdou-Salam Sall, tente à nouveau de trouver une solution. Du côté des autorités, le ministre de l'Enseignement supérieur réaffirme sa volonté de coopérer, non sans rappeler que l'État a déjà beaucoup fait. Vous l'entendrez dans ce journal. Journée mondiale des personnes du troisième âge ce 24 mars avec l'annonce de cette initiative salvatrice pour une couche souvent vulnérable. L'État s'engage à instaurer des centres de soins. Leur spécificité, plus de qualité dans les soins et moins d'argent à dépenser. Les détails dans un court instant. Enfin, en sport, une légende s'éteint. Johan Cruyff nous a quittés ce jeudi à Barcelone à l'âge de 68 ans. Retour sur le parcours exceptionnel du précurseur du football moderne avant la fin de cette édition. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec ce gros coup de filet de la gendarmerie. 465 tonnes de riz frauduleux et impropres à la consommation ont été saisies à Thiaroye. La marchandise s'élève à un montant de 120 millions de nos francs. Les trafiquants ont été arrêtés à Diatala. Alors on me fait signe que nous n'avons pas encore cet élément, nous y reviendrons dans un instant. Et nous poursuivons avec la lutte contre le terrorisme. L'État du Sénégal bien décidé à enrayer une potentielle menace. Ce jeudi, la police a procédé à la saisie de puces de téléphonie mobile. Un coup de filet effectué au marché noir de Guédiawaye. Reportage Salif Sow et Asmalik Diop. Ce gérant de boutique multiservice a reçu la visite de la police ce mercredi. C'était vers 12h, se souvient-il. En fait, la police elle est venue aujourd'hui dans les environs de 12h. Ils sont venus me demander si vous avez des puces. Je leur ai dit non. En fait, j'ai appelé un ami qui se trouve à Guédiawaye. Lui, on a déjà réquisitionné tous ces puces Orange, Tigo, Expresso. Moi, la question que je me pose, pourquoi ils viennent récupérer les puces? Combien de puces de téléphonie mobile non utilisées ou non identifiées sont saisies par les policiers? Pas de réponse précise venant de la part des vendeurs du produit. Pris de peur. Bon, l'information que j'ai eue, on nous a dit que c'est à cause des terroristes. Bon. C'est tout ce que j'en sais actuellement. Parce que nous, les puces, on les a achetés, c'est nos grossistes. Et ils sont venus les prendre sans explication. Contacté à 2 niveaux, la police n'a pas donné suite à nos demandes. Le directeur de la RTP non plus n'a pas voulu se prononcer sur un dossier en cours. Quant au préfet de Guédiawaye, son téléphone sonnait dans le vide. Bref, pas de déclaration publique côté officiel, mais en off. L'opération de ramassage des puces de téléphonie mobile dans le marché noir s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous a renseigné une source policière. Et puis, parlant justement de terrorisme, ce communiqué du ministère de l'Intérieur, des informations faisant état de l'imminence d'attaques terroristes allant jusqu'à décrire les cibles potentielles sont relayées par certains organes de presse. Ces informations alarmistes et dénuées de tout fondement sont de nature à créer la psychose au sein de la population et pourraient porter atteinte au bon fonctionnement des institutions. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique rappelle à ces organes les dispositions du Code
code pénal, notamment en ses articles 255 et suivants, sanctionnant la diffusion de fausses nouvelles. L'autorité en charge de la sécurité publique porte à la connaissance des populations que des dispositions sécuritaires ont déjà été prises sur l'ensemble du territoire national. Il leur est demandé de garder la sérénité, de maintenir la vigilance et d'informer la police et la gendarmerie de tout comportement ou agissement suspect. En cas de besoin, saisir immédiatement la police ou la gendarmerie sur les numéros verts suivants, le 17 pour la police, le 800 00 20 20 pour la gendarmerie. Et je vous disais donc en titre, gros coup de filet de la gendarmerie, 465 tonnes de riz frauduleux et impropres à la consommation ont été saisies à Tcharoy. La marchandise est évaluée à 120 millions de francs CFA. Les trafiquants ont été arrêtés à Diatala. La gendarmerie s'illustre encore. Elle réussit un grand coup en mettant la main sur des tonnes de riz illicites et d'origine douteuse estimées à 120 millions. Dans un entrepôt situé même à l'intérieur de l'usine de fabrication d'allumettes, il a été effectivement découvert des manutentionnaires en pleine activité de conditionnement de sacs de riz estampillés Rambo, avec une date de péremption prévue en juin 2016. Dans d'autres sacs neufs avec le logo Minaré, à une autre date de péremption majorée à août 2017. Le stock de riz Rambo, le riz Minaré sont alors inventoriés, saisis et placés sous scellés dans 2 entrepôts. Selon les éléments de la gendarmerie, le riz conditionné dans des sacs estampillés Rambo et Minaré sont impropres à la consommation. Nos investigations aussi nous ont permis de découvrir à l'intérieur même de l'entrepôt des sacs de riz dégageant une odeur nauséabonde et piquante. Nous avons aussi constaté que le reconditionnement se faisait avec une machine à coudre et un fil de bobinage, sans déclaration préalable au niveau du service départemental de commerce. D'ailleurs, en étroite collaboration avec le chef du service départemental de Pékin, un échantillon est prélevé pour être soumis à une analyse auprès du laboratoire national d'analyse de contrôle de la direction du commerce intérieur. Nous avons reçu le rapport du chef du service départemental de commerce de Pékin qui nous a transmis le rapport concluant à un échantillon non conforme à la norme NS 03029 de juin 1996. Le fournisseur a été arrêté et déféré au niveau du service départemental de commerce de Pékin. Cette saisie des dizaines de tonnes de riz vient encore confirmer et enrichir les exploits de la gendarmerie, qui souhaite plus de collaboration de la part des populations en dénonçant toute personne qui s'active dans des activités louches et illicites. Et nous restons avec la sécurité. L'armée sénégalaise a procédé au recrutement de 961 soldats. À leur objectif, les former dans les combats de corps à corps et techniques de maniement pour renforcer la sécurité du pays. Ces jeunes soldats ont été présentés aux autorités, mais aussi au public. C'était ce jeudi au camp militaire Dakar Bango de Saint-Louis. Ousseynou Diop, Abibsek. Voici les premiers recrues de l'année 2016 de l'armée sénégalaise présentés au public en présence du commandant de la zone militaire numéro 2, le colonel Henri Diouf. Ces jeunes soldats, au nombre de 971, dont 49 filles, sont prêts à servir la nation. Bien vrai que c'était difficile, mais on a pu gérer. Parce que si on dit qu'on doit servir notre pays, c'est une tâche qui est un peu dure, mais avec l'encadrement, on a pu gérer. On nous a formés de telle sorte que nous pouvons assurer la sécurité de notre pays demain. Le premier contingent 2016 est composé de 4 compagnies. Durant des mois, ces soldats sont formés pour les combats de corps à corps et du maniement des armes à feu. Au camp militaire Dakar Bango, chaque année, des milliers de soldats sont formés. Après 3 mois, les jeunes Sénégalais sont aptes à servir. Vous avez vu, après 3 mois de formation, les garçons ont su répondre présent, à faire un défilé impeccable, à manier les armes correctement et à faire une parade ici sur la place d'armes. Donc cette formation, je pense que globalement ça se passe très très bien actuellement. La cérémonie de présentation du drapeau terminée, les 4 compagnies vont défiler à la fête nationale le 4 avril. Les différentes prestations des soldats ont répondu aux attentes des autorités.
Nouvelle ébullition dans le secteur de l'éducation avec des grèves tout azimut. L'Union nationale des associations des parents d'élèves du Sénégal, l'UNAPES, appelle au respect des conclusions du Haut Conseil du dialogue social. Abdoulaye Fane, qui est le président de cette association, recommande également aux syndicats d'enseignants du supérieur d'impliquer les parents d'élèves dans leurs négociations avec l'État. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Faire en sorte qu'il y ait un comité de suivi multi-acteurs qui pourrait prendre en compte l'ensemble des associations de parents d'élèves. Mais vraiment pour que le ministère puisse être en phase avec même son nom, en renouvelant ce service public, il faut que vraiment qu'il se renouvelle lui-même en essayant de créer au niveau des régions des services régionaux pour que les enseignants puissent être pour déposer leurs dossiers là-bas et que ces dossiers puissent être traités en amont avant de parvenir en aval au niveau des différentes directions pour que les affaires puissent se traiter de manière véritablement efficiente entre les syndicats et le gouvernement. Mais tous les acteurs de l'éducation, y compris particulièrement les parents d'élèves, doivent être pris en compte pour vraiment régler de manière définitive cette question. Et face à une crise qui perdure, la Ligue démocratique préconise des concertations sérieuses impliquant tous les acteurs sociaux. Le secrétaire général des dialarbistes, Momodou Ndoye, est avec Adi Atala. Écoutons-le. Entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, on n'arrive pas à trouver une solution qui permette à notre école de fonctionner normalement. Et je crois qu'il est temps que les autres parties prenantes de l'éducation, la société civile, les parents d'élèves, les communautés environnantes à l'école et tous ceux qui ont un intérêt à ce que l'école fonctionne normalement se réunissent et prennent des initiatives pour mettre ensemble le gouvernement et le syndicat et servir de médiation pour arriver à une solution durable, pas à une solution provisoire. Rechercher une solution durable aux problèmes de notre système éducatif dans ce domaine. Je ne parle pas des réformes éducatives parce que ça, il y a eu les assises, il y a eu discussion là-dessus. Mais la manière de traiter aujourd'hui les conflits qui apparaissent au niveau de l'école sénégalaise, nous devons avoir une réunion spécifique autour de ça et trouver des solutions durables. Trouver des solutions durables. Et pourtant, pour régler cette crise scolaire, des assises nationales de l'éducation et de la formation avaient été organisées, mais elles n'ont pas obtenu les effets escomptés. Eh bien, parmi les initiateurs de ces assises, le professeur Abdou Salam Sall, qui tente à nouveau de trouver un dénouement à cette crise scolaire. Et pour cela, il appelle à un partenariat avec la COSIDEP, Fatou Bintou Conté, Mohamed Djan. 2 ans après la tenue des assises nationales sur l'éducation, l'espoir se dissipe, comme si les conclusions sont rangées dans les tiroirs. L'ancien président de ces assises nationales sur l'éducation essaie de trouver un autre créneau pour ne rien attendre du gouvernement. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore en vérité dans le référentiel des assises. Jusqu'à présent, nous sommes dans le référentiel ancien. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez senti des changements? Nous souhaitons, tout en regardant ce que fait le gouvernement, engager nous-mêmes les outils de changement. Les assises n'appartiennent pas au gouvernement, ça appartient à l'ensemble des Sénégalais. Et elles ne peuvent réussir que si chacun met la main à la pâte. Et nous, de notre position de société civile, ce que nous pouvons faire, c'est informer, sensibiliser les communautés pour les amener à être responsables dans la mise en œuvre. C'est assurer un suivi citoyen sur les ressources financières, mais aussi c'est faire des propositions. La crise scolaire perdure alors qu'avec les assises nationales, un pacte de stabilité avait été signé entre les parties prenantes. L'ancien président du comité de pilotage estime que la responsabilité est partagée. J'ai été surpris que dans le pacte issu des assises, les gens s'accordaient pour une stabilité de 3 ans. Quelle est l'articulation qu'on a fait au lendemain des assises? Est-ce qu'on n'a pas raté le coche au lendemain des assises en laissant une période où on continue la même chose? Si on avait embrayé tout de suite en mettant en place un comité intermédiaire pour faire le pont entre l'ancien système et le nouveau système qu'on va ouvrir, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose d'autre? La suspension du recrutement des élèves à la FASTEF irrite le professeur Abdou Salam Sall. Il y a plus grave dans la période.
Il y a plus grave. Saviez-vous qu'au niveau de la FASTEF, cette année, ils n'ont recruté personne? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais c'est pas... Même au moment le plus dur des ajustements structurels, jamais le gouvernement n'a osé ne pas prendre quelqu'un au niveau de l'école normale. Cette année, le gouvernement ne recrute personne et aucun Sénégalais ne dit quoi que ce soit. Le système éducatif en crise, pour ces organisations de la société civile, il urge que chacun y mette la main. Du côté du pouvoir, le ministre de l'Enseignement supérieur a réitéré la volonté de l'État de pacifier le secteur de l'enseignement, mais Marita Ounian se veut claire, l'État a déjà beaucoup fait. Je vous propose de l'écouter avec Pa Faraning et Younous Diatta. Le gouvernement, en tout cas, a donné tous les moyens nécessaires. Vous avez remarqué qu'il y a juste 4 semaines, même pas, l'Assemblée nationale a adopté la réforme des titres. La réforme des titres a un impact de 4 milliards sur le budget national. Le gouvernement l'a adopté et la loi a été signée, promulguée par le président de la République. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'exemples d'initiatives prises par le gouvernement pour contribuer d'une part à résoudre les revendications des enseignants qui figuraient dans une plateforme d'ailleurs qui était signée non pas par ce gouvernement mais par les gouvernements précédents. Il est important face à tous ces efforts que chacun ait raison gardée et qu'il y a beaucoup de secteurs dans ce pays qui demandent aussi des ressources supplémentaires et qui le méritent et pour lesquels le gouvernement a le devoir d'apporter un appui. Et je dis que pour l'enseignement supérieur, l'État a beaucoup fait et l'État fera encore beaucoup, mais il est essentiel que chacun fasse le travail pour lequel il est payé. Et puis nous restons avec le ministre de l'Enseignement supérieur qui annonce une rencontre gouvernement-SAES le mardi 29 mars à 15h. C'est dans moins d'une semaine, annonce faite en marge du Global Management Challenge. Malgré cette tension qui sévit donc au campus de l'université Cheikh Anta Diop, de bonnes idées émergent. Les étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines ont mis sur pied un club littéraire francophone. L'objectif est de rehausser le niveau de français des étudiants en organisant des débats. Compte rendu à Aminata Mbaresso. Le français, pas bien manié par certains étudiants, un constat qui pousse ce club littéraire à initier des activités pour pousser les apprenants à mieux s'exprimer en français. Lorsque nous entendons nos étudiants, lors des interviews, etc., s'exprimer en français, souvent on a la chair de poule, on a envie de dire que ça ne va pas. Avant, avec nos intellectuels, ils parlaient bien et Sénégal, c'était vraiment un exemple. Depuis 1817, avec la création de la première école au Sénégal, jusqu'à 2016, si vous regardez les documents, on parle de baisse de niveau. Donc il faut relativiser cela. Au Sénégal, le français classique est le plus utilisé, un fait qui nous différencie des autres États de la sous-région. Si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, où je dis souvent aux gens, vous allez au marché d'Adjamé, vous interpellez les petites, n'importe quel marchand ou petite fille, etc. Vous lui parlez français, la personne réagit et vous parle dans un français compréhensible. C'est ce qui est différent ici au Sénégal. Le français n'est pas la langue de communication, c'est la langue officielle, mais la langue de communication, c'est le Wolof. Pour les francophones, des réformes approfondies s'imposent. Et si vous entendez les Sénégalais parler, vous avez l'impression d'entendre quelqu'un qui lit dans un livre. Il n'y a pas une bonne appropriation du français parlé. C'est le français académique, le français normé, etc. On organise toujours un débat opposant les étudiants de la première année et de la deuxième année. Et on va donner un thème littéraire justement pour pousser ces gens-là à parler, à s'exprimer. Ce club littéraire composé d'étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar déroule tout un programme dans les collèges et lycées, mais pour le moment, l'essentiel des activités se concentre au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des débats, des séances d'expression pour pousser les étudiants à mieux parler français. Et malheureusement, il a passé toute sa vie
À Saint-Louis, paralysie du système hospitalier. Plusieurs structures sont en grève depuis 3 jours. À l'origine de leur mouvement d'humeur, un bras de fer entre syndicalistes de l'hôpital régional et le directeur général qui aurait décidé d'augmenter le prix des consultations à leur insu. Abdou Nongo et le secrétaire général du SUTSAS de l'hôpital régional de Saint-Louis. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Babibsek. Au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis, on vit quand même des problèmes, et des problèmes majeurs. Le premier problème, c'est qu'on a eu à nommer un directeur d'hôpital qui, dès sa venue, n'a rien trouvé à faire que d'augmenter sa prime de 300 000 à 600 000 francs. Et ce qu'il a fait d'autre, c'est d'augmenter les tarifs qui aujourd'hui sont excessivement chers. Aujourd'hui, les populations de Saint-Louis et de la région, ils souffrent. Quand vous allez dans le district ou au niveau de la garnison nord, vous voyez des gens, comment dirais-je, en masse, parce que simplement au niveau de l'hôpital, les tarifs sont excessivement chers et les populations en souffrent. Ça, il faut le dire, il faut le dénoncer. Le 29, si rien n'est fait, parce que jusque-là, on fait des sittings, mais on continue à faire les gardes. Et après les sittings, on va dans les services pour quand même essayer de prendre en charge au mieux les patients. Mais au-delà du 29, il est clair que notre préavis de grève nous permet, comment dirais-je, de faire des grèves. Et ça, je crois que c'est des choses qu'on envisage de faire. Si toutefois, comment dirais-je, la question reste pas résolue et sans réponse. Nous restons dans le domaine de la santé avec cette bonne nouvelle. Bientôt l'instauration de centres de santé dans les régions pour les personnes du 3e âge. L'objectif, offrir aux personnes âgées des soins de qualité à un coût soutenable. Annonce faite par le directeur de cabinet du ministère de la Santé, Farba Laminsal. Ce 24 mars est célébrée la journée des personnes âgées. À ce propos, écoutons Farba Laminsal. Il est avec Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Avec les moyens accrus qui ont été mis en place, on devrait arriver à une meilleure satisfaction des populations. Mais il est certain aussi que nous devons travailler à un ciblage plus pertinent. Parmi les personnes du 3e âge, il y en a qui ont une prise en charge. Il y en a qui sont assurées, il y en a qui sont couvertes par le FNR. Nous sommes en train justement de travailler à améliorer le ciblage pour être plus focus sur les personnes du 3e âge qui n'ont pas de prise en charge ou qui ont une prise en charge partielle. Je pense qu'il nous faut autant que possible décentraliser notre offre de santé. La gériatrie ne peut pas seulement être concentrée sur Dakar. Notre ambition, c'est de travailler à avoir cette offre au niveau de toutes les capitales régionales. C'est notre projet, ça entre dans le cadre de notre stratégie de développement de la couverture universelle. La création de ces centres de soins pour personnes du 3e âge, une initiative qui va soulager les retraités. Ces derniers qui avouent combler difficilement leur maigre pension de retraite ont accueilli la nouvelle avec satisfaction. Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Adja Titine Dieng est à la retraite depuis 2004. Pour couvrir ses dépenses, la secrétaire médicale tient maintenant son petit commerce à Golfe. Acheter, par exemple, des tissus, des chaussures, si je voyage, j'achète des sacs, un peu de plus, soit. Enfin, il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. Comment vous faites? Enfin, comment je fais? Négocier seulement. Cet agent commercial à la retraite n'a pas cette chance. La prise en charge, elle existe pour une certaine catégorie d'anciens travailleurs. Et le sésame pour peut-être le reste de la population. Mais le problème le plus important dans ça, c'est que ça ne couvre pas toutes les pathologies. Par exemple, quand vous avez besoin du scanner, qui coûte plus de 80 000 francs, ce n'est pas pris en charge. Alumbo John, lui, veut sortir de l'isolement. Ce que nous voulons, c'est d'abord défendre notre vie actuellement. Notre retraite ne pas être marginalisée, ni dans la maison, ni dans le quartier, ni ailleurs, mais être partout présent. Et ensuite, nous voulons, tout faisant, montrer que nous sommes aussi bâtisseurs de l'avenir. Notre avenir est aussi à prendre en considération. Ces personnes du 3e âge souhaitent une meilleure implication des actions et des activités pour un vieillissement réussi. Journée mondiale de la tuberculose également célébrée ce 24 mars, occasion saisie par la rédaction pour dresser le portrait d'un homme qui a guéri de l'infection. C'est haut, c'est bas, sa maladie tout simplement. Eh bien, il l'a raconté à Fatou Kiné et Ibou Cissé. Visage caché pour quelques minutes de confidence,
à cœur ouvert pour raconter son calvaire. La tuberculose, aujourd'hui, un mauvais souvenir pour lui. 2005-6, 2009. J'ai traîné la maladie pendant 3 ans. C'est en 2009, après une intervention chirurgicale, qu'on a diagnostiqué la tuberculose. Cela a touché une partie de mes poumons. La tuberculose, une infection qui gêne des patients stigmatisés. Il y a des patients qui cachent leur maladie par peur d'être stigmatisés. J'ai assisté à une scène dans une mosquée où les personnes ne voulaient plus la présence de quelqu'un atteint de la tuberculose. Son appel, une meilleure communication du personnel soignant, cela pour lever les barrières. Il faut une meilleure stratégie de communication pour sensibiliser les populations sur la tuberculose. C'est une maladie comme toutes les autres et il ne faut pas donc stigmatiser les gens qui sont atteints. Retour sur cet accident qui a fait 17 blessés, dont 4 graves à Ouakam. Le choc a opposé un camion et un car Ndiagandiaï. Après le drame, les habitants de la commune ont réclamé l'ouverture de la route secondaire. Le maire ne s'est pas engagé à accéder à leurs revendications, mais annonce un plan de circulation dans les prochains jours. Nous ouvrons la page politique de ce journal. La politique d'après-référendum continue de plus belle à Grand-Yoff. La présidente des femmes du Parti socialiste incite le chef de l'État à méditer le faible taux de participation à cette consultation. Aminata Diallo, que je vous propose d'écouter au micro de Mambiram Diouf. Quand vous cumulez entre le taux d'abstention et ceux qui ont voté non, avec son taux dans l'histoire du Sénégal, est-ce que vous avez entendu parler d'une constitution votée avec un aussi fort taux d'abstention? Pas une question de perdu de Khalifa Sall ou de quoi que ce soit. C'était une constitution, c'était pas une élection de Khalifa Sall ou de qui que ce soit. C'était la constitution du Sénégal qui était soumise à l'approbation des Sénégalais. Khalifa Sall étant Sénégalais, il a eu au moins le courage de dire je ne suis pas d'accord avec la manière dont cette constitution a été soumise aux Sénégalais. Il a eu ce courage, d'autres n'ont pas pu le faire. Les enseignements aujourd'hui, c'est que c'est Macky Sall qui doit tirer les enseignements s'il veut aller loin. Et après la sortie d'Idrissa Seck contre Macky Sall, Abdou Mbow apporte une réponse au leader de Rewmi. Selon le responsable républicain à Thiès-Est, Idrissa Seck n'a pas à contester les résultats du scrutin référendaire. Je vous propose d'écouter Abdou Mbow avec Cheikh Anta Diop et Saïla Dir. Je voudrais porter à la connaissance de l'opinion, mais aussi des journalistes, que voici le PV qui a été signé par le président de la commission, le magistrat Mamadou Diouf, le magistrat Aline Nyokhor Diouf, membre de la commission, et le magistrat Raki Dem, le représentant de la Sénat, Déthié Sy, le représentant du Coran du Oui, Abdou Mbow, et le représentant du Coran du Non, Moïse Dieng. Voici les résultats. Et à l'intérieur, vous avez bien vu observation et réclamation. Vous avez vu que cette page est vierge. Donc le représentant en l'occurrence Moïse Dieng, n'a fait aucune réclamation. On était ensemble au niveau de la commission, donc c'est quand même inélégant que Idrissa Seck puisse se mettre ici devant la presse pour dire qu'ils ont gagné la commune et le département. Le monde du football est en deuil. Il vous a fait certainement rêver. Johan Cruyff est décédé ce jeudi à Barcelone à l'âge de 68 ans. Retour sur l'itinéraire de celui qu'on surnomme le cerveau du football moderne. C'est avec Cherti Diandao. On le savait malade du cancer, mais l'annonce de sa mort est tombée comme un coup près. À la limite surprenant si l'on sait qu'il y a peu plus d'un mois, l'homme disait mener 2-0 contre le cancer.
Hélas, ce 24 mars 2016, la maladie l'a emporté, laissant le monde du football orphelin. La perte est immense car l'impact de la légende néerlandaise sur le football est sans commune mesure. Johan Cruyff restera dans les mémoires comme l'incarnation du football total pratiqué par l'Ajax d'Amsterdam, roi d'Europe des années 70. C'est à Barcelone qu'il va construire son mythe. L'enfant de l'Ajax est l'architecte de la cathédrale du jeu à la barcelonaise. L'homme a construit sa légende en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Cruyff, c'est le premier footballeur à gagner 3 ballons d'or. La première Ligue des champions du Barça, c'est lui également. Son seul regret, c'est d'avoir perdu la finale de la Coupe du Monde en 1974 face à l'Allemagne de Beckenbauer. Aujourd'hui, toute la planète foot rend hommage au Mister qui s'est éteint à Barcelone à l'âge de 68 ans. Mais comme l'ont soutenu certains, Johan restera immortel à travers le football plaisir qu'il a initié. Et du football, nous passons au basket. La fédération sénégalaise condamne fermement la participation des Dakar Rapids à l'African Basketball League. Son président, Maître Babacar Ndiaye, soutient que le club sera sanctionné pour avoir bravé l'interdiction de la FIBA, de la Fédération sénégalaise de basket plutôt, de prendre part à une compétition interdite par la FIBA. Écoutons à ce propos Maître Babacar Ndiaye. Ces propos sont recueillis par Chertidiane Diao et Younous Diatta. Ils sont dans l'illégalité absolue. Quand nous avons été informés à travers la presse que Dakar Rapid Basket était parti au Nigeria pour jouer une compétition, j'ai saisi la FIBA pour leur demander est-ce que la compétition était autorisée. Nous avons reçu une réponse négative de la FIBA et j'ai transmis cette réponse à Dakar Rapid Basket en leur disant qu'en l'état, la Fédération sénégalaise ne pouvait pas examiner leur dossier pour la bonne et simple raison que la FIBA n'avait pas autorisé la compétition. La FIBA est revenue maintenant pour sortir une circulaire adressée à l'ensemble des présidents de la Fédération d'Afrique pour leur dire qu'ils ne reconnaissaient pas et qu'ils n'avaient pas autorisé la tenue de cette compétition. Donc, malgré tout, Dakar Rapid Basket est reparti au Nigeria pour jouer. J'ai vu à travers Facebook qu'ils ont joué un 2e match et qu'ils doivent même jouer un 3e match le vendredi prochain. Maintenant, nous sommes délégataires de pouvoir au niveau de la fédération. Nous en tirerons toutes les conséquences. Et voilà qui met fin à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit.